Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métamodèle du langage. On va voir les généralisations. Alors les généralisations, je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, c'est un processus extrêmement utile qui va me permettre d'apprendre plus rapidement puisque je vais pouvoir étendre mon expérience d'une situation à toutes les expériences, toutes les situations qui me semblent similaires. Donc ça va accélérer mon processus d'apprentissage. Et en même temps, c'est à double tranchant puisque je pourrais être amené d'une expérience particulière, en faire une vérité totale et absolue, et du coup créer une généralisation abusive. Alors, des généralisations, il y en a 4 grands types. Je vais les détailler une par une. Le premier type de généralisation, c'est ce qu'on va appeler les généralisations simples. C'est une exagération de la réalité. Ça va s'entendre à l'usage de mots tels que jamais ou toujours, ou tout le monde, par exemple. Si je prends une phrase comme « Yves est toujours en retard », je viens de faire une généralisation simple. Je viens d'utiliser le mot « toujours ». Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est-à-dire que peut-être que dans mon modèle du monde, être à l'heure est vraiment important. Donc une personne en retard, ça vient me crisper. Donc je vais naturellement, par mon processus de sélection, sélectionner les fois où Yves sera en retard en omettant les fois où il sera arrivé à l'heure, voire même en avance. C'est tout à fait naturel comme processus. Mais comme dans mon système, je n'aurais sélectionné que les fois où il va être en retard, je vais généraliser cette information et je vais dire « Yves est toujours en retard », quand bien même ce n'est pas vrai, quand bien même il n'est peut-être en retard que 20% du temps, et le reste du temps, il est à l'heure. Mais simplement, je me focalise sur les fois où il est en retard, sans voir le reste. Vous voyez, c'est lié donc à un processus d'omission, d'où la logique du métamodèle du langage. Les omissions génèrent des généralisations. Comment est-ce que je vais questionner ce genre de propos? Eh bien, je vais remettre en cause la généralisation et je vais chercher des contre-exemples pour que la personne, elle prenne conscience qu'en fait, peut-être, ce qu'elle pense n'est pas forcément si vrai que ça. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais lui dire, tiens, tu dis que Yves est toujours en retard, mais quand tu dis toujours, est-ce qu'il n'est jamais arrivé qu'il soit arrivé à l'heure, voire même en avance? Ça va permettre à la personne de processer et de se poser la question. Peut-être qu'elle va vous dire, ouais, si, c'est vrai, quand je réfléchis, c'est pas toujours, ça arrive une fois de temps en temps. Et ça va permettre à la personne de remettre finalement en question sa perception de la situation. Donc ce type de questionnement est extrêmement utile. Prenons un autre exemple. Je ne me sens jamais écouté. Ok, je vais questionner ça de la même manière. Quand tu dis que tu n'es jamais écouté, t'arrive-t-il de temps en temps de te sentir écouté ou d'être écouté? À la personne, de la même manière, ça va lui permettre de se poser la question, de se dire peut-être que oui, si, en fait, oui, en vrai, je suis quand même écouté la plupart du temps, mais dans certaines situations, eh bien, je ne le suis pas. Et vous voyez, on va venir obtenir des informations, on va venir avoir plus de précision. Et surtout, je ne vais pas acheter l'affirmation de départ que la personne n'est jamais écoutée ou que Yves est toujours en retard. Puisque si je le fais, je viens donc renforcer la croyance de la personne que Yves est toujours en retard ou que la personne n'est jamais écoutée. Donc par mon questionnement, je vais permettre à la personne d'ouvrir son esprit et d'ouvrir finalement sa réflexion sur ce qu'elle vient de me poser. Vous l'avez compris, la généralisation simple, je vais remettre en cause la généralisation, les mots comme jamais, toujours, tous les gens, tout le monde, et je vais aller chercher des contre-exemples. Il pourrait arriver qu'en fait, en allant chercher des contre-exemples, je m'aperçois qu'il n'y a pas de contre-exemple, et qu'effectivement, à toutes les réunions auxquelles j'ai participé, Yves était systématiquement en retard. Et ça se vérifie 100% des fois. Eh bien, c'est pas grave, dans ces cas-là, vous avez une information précieuse, et vous savez que la généralisation, dans ce cas-là, n'est pas abusive. Et donc, ça va être très utile pour la suite. Le deuxième type de généralisation, c'est ce qu'on va appeler les jugements de valeur ou les origines perdues. Il s'agit dans ce cas-là d'une information dont on ignore la provenance et qui est souvent basée sur une croyance qui peut être limitante pour la personne qui vous la donne, qui vous la délivre. Je vais prendre quelques exemples pour être un peu plus clair. Si je vous dis un homme, ça ne doit pas pleurer, eh bien, il s'agit d'une origine perdue. Si je vous dis c'est mal de faire ça, ou c'est mal de lui dire ça, ou c'est bien, et il s'agit dans ces cas-là d'un jugement de valeur. Dans tous les cas, on va questionner de la même manière. On va aller rechercher la provenance de l'information. Sur quoi la personne se base pour pouvoir se permettre de dire ou de penser ça. Si la personne, elle vous dit « un homme, ça ne doit pas pleurer »,
Je vais lui poser la question, où est-ce que tu as appris ça? Quand est-ce que tu as appris ça? D'où tires-tu cette information? Si la personne, elle me dit, c'est bien de faire ça, je vais lui dire, sur quoi te bases-tu pour te dire ou dire que c'est bien de faire ça? Sur quelles expériences tu te bases pour dire que c'est bien de faire comme ça? Et pourquoi je vais questionner de cette manière-là? Pour permettre à la personne d'aller réfléchir à la provenance de son information. Est-ce que l'information, c'est simplement parce qu'on me l'a dit et répété quand j'étais petit qu'en fait un homme ne doit pas pleurer, mais qu'en fait quand j'y réfléchis, ça n'a pas réellement de sens, puisque je connais plein de personnes qui pleurent et qui pourtant sont des hommes. Et dans ces cas-là, vous voyez que je vais aller chercher les omissions qui sont derrière, toujours la même logique dans le métamodèle du langage. Derrière les généralisations se cachent des sélections et des omissions. Et si je vous dis c'est bien de faire ça ou c'est mal de faire ça, je vais aller chercher donc la provenance de l'information pour savoir si la personne, elle s'est construite elle-même cette croyance-là basée sur son expérience et qu'effectivement, dans son modèle du monde, vu la manière dont elle fonctionne, on peut considérer que pour elle c'est bien ou c'est mal de faire ou dire ça, ou si c'est simplement quelque chose qui vient de l'extérieur, ou si c'est encore une construction mentale qu'elle s'est faite, des généralisations abusives qu'elle s'est faites qui la poussent à dire que c'est bien ou mal. Donc je vais toujours aller rechercher la provenance. Pour que la personne, encore une fois, elle se pose elle-même la question de où est-ce qu'elle tient ça et comment est-ce qu'elle en a tiré cette conclusion. Elle va pouvoir, avec cette information-là, éventuellement remettre en question sa propre croyance. Le troisième type de généralisation qu'on va pouvoir rencontrer, c'est ce qu'on va appeler les opérateurs modaux de possibilité ou de nécessité. Ces opérateurs modaux impliquent une limite, mais sans qu'on connaisse la teneur de cette limite ou la manière dont elle fonctionne. Donc on va devoir aller questionner pour que la personne, elle vous explique déjà, et peut-être même que pour la personne, elle prenne conscience de sa propre limite, ou en tout cas de la limite, peut-être même de la limite simplement mentale qu'elle se fixe par rapport à une situation. Je prends un exemple d'opérateur modal de possibilité. Je ne peux pas quitter mon travail. Si je dis ça, je ne peux pas quitter mon travail, je viens donc de poser une limite parce qu'il y a quelque chose qui est non dit en l'occurrence, qui m'empêche de le faire. Dans ces cas-là, je vais questionner toujours de la même manière. Je vais dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais quand même? Et là, on va pouvoir avoir des réponses totalement différentes. Eh bien, si je quitte mon travail, je n'ai plus pouvoir rembourser mes prêts et je vais me retrouver dans une situation financière catastrophique. Ok, peut-être que c'est vrai que pour l'instant, tu ne peux pas quitter ton travail. J'ai donc une information, mais je sais où est-ce que la personne, elle pose sa limite et pourquoi est-ce qu'elle la pose. Donc, c'est assez précieux comme information. Parce que si la personne, elle me fait la même phrase, je ne peux pas quitter mon travail, et je lui pose la même question, qu'est-ce qui se passerait si tu le quittais quand même? Et qu'elle me répond, si je le quittais quand même, je risquerais de me retrouver au chômage. Ok, tu risquerais de te retrouver au chômage. Et alors, finalement, qu'est-ce qui se passerait si tu te retrouvais au chômage? Eh bien, si je me retrouvais au chômage, je ne le supporterais pas parce que tous les chômeurs sont des feignants. Ok. Et là, vous voyez que je vais tomber sur un autre type de généralisation qui est à la fois une généralisation simple, mais aussi un jugement de valeur et une origine perdue. Vous voyez que les généralisations, il n'y en a pas qu'un seul type dans la même phrase, ça peut se croiser. Et ce jugement de valeur et cette origine perdue va être basé sur des omissions, puisque la personne n'aura pas vu tous les chômeurs qui se donnent du mal pour retrouver du travail, par exemple. Toujours le même processus, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important que vous compreniez que nos généralisations sont liées à nos sélections, à nos omissions. Et donc comme ça, je vais pouvoir remonter le fil du questionnement, remettre en cause la généralisation simple, remettre en cause l'origine perdue et permettre à la personne peut-être de considérer qu'être au chômage n'est pas si terrible que ça et que finalement être chômeur, ce n'est pas une insulte du tout, c'est juste un état de fait. Donc ça, c'est un opérateur modal de possibilité. Un opérateur de nécessité, un opérateur modal de nécessité, ça serait « il ne faut absolument pas que je le dise ». Encore une fois, je pose le même type de question. Et qu'est-ce qui se passerait si tu lui disais quand même? Et ça va être intéressant puisque ça va me permettre de connaître la limite de la personne. Si la personne, elle me répond, si je lui dis, je la connais, elle va encore s'énerver et à me dire que je fais n'importe quoi. Dans ces cas-là, vous verrez dans une autre vidéo que la personne, elle fait de la lecture de pensée. Ça va être intéressant à détecter. Mais on va connaître sa limite. Sa limite, c'est l'interprétation qu'elle se fait de la réaction que la personne va avoir en face. Mais elle pourrait aussi me répondre quelque chose comme « Eh bien, si je lui dis, je me sentirais vraiment mal. » Et là, on va voir que la personne, elle ne met pas sa limite chez l'autre, mais chez elle, dans ses propres émotions. Et donc, je vais aller questionner, évidemment, qu'est-ce qui fait que si tu te mettais à parler, tu te sentirais mal? Et là, je vais aller questionner le rapport de cause à effet, qui est une distorsion qu'on verra dans une autre vidéo. Bref.
Vous avez compris le type de questionnement. C'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qu'il se passerait si tu le faisais quand même? Le quatrième type de généralisation qu'on peut rencontrer, et le dernier type d'ailleurs, c'est ce qu'on va appeler les nominalisations. Alors les nominalisations, c'est rendre statique un processus dynamique en utilisant un nom ou un pronom à la place d'un verbe. C'est très simple comme explication, hein. Moi, je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si je vous dis amour, c'est la nominalisation du verbe aimer. Si je vous dis respect, c'est la nominalisation du verbe respecter, communication, du verbe communiquer, progrès, du verbe progresser. Donc, quand j'utilise un nom ou un pronom à la place du verbe, je vais figer donc, le processus dynamique qui est lié à l'usage d'un verbe. Alors, je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si je vous dis, en ce moment, je suis en progrès. Quand je dis je suis en progrès, je pose ce progrès comme étant une vérité totale, absolue, sans borne, sans limite. Enfin bref, je fais une énorme généralisation, puisque je ne suis probablement pas en progrès dans tous les domaines de ma vie. Donc pour questionner de manière la plus efficiente possible, je vais utiliser le verbe quand je vais reformuler, quand je vais questionner. Donc je ne vais pas lui demander à la personne qu'est-ce que tu mets derrière le mot progrès, qui pourrait être une question intéressante, mais pas dans ce cas-là. Je vais plutôt dire quelque chose comme « Ok, en quoi est-ce que tu progresses en ce moment ?» Et comme ça, la personne, au lieu de continuer à me parler de sa généralité de progrès, elle va pouvoir rentrer dans la spécificité et me donner les éléments sur lesquels elle progresse de facto en ce moment. Et vous avez noté que le verbe progresser est un verbe non spécifique qu'on va pouvoir questionner en VACOG. Si je prends un autre exemple, la communication avec mon voisin est difficile. Toujours le même type de questionnement, je vais utiliser le verbe dans ma question. Ok, qu'est-ce qui est difficile quand tu communiques avec ton voisin? En faisant ça, je vais pouvoir obtenir des éléments, des informations et peut-être que la personne elle va prendre conscience que tout n'est pas si difficile que ça dans la communication avec son voisin, mais qu'il n'y a que quelques éléments qui posent problème. Et encore une fois, je vais mettre le doigt sur ses omissions et ses sélections. Et la personne va aussi prendre conscience qu'en fait, elle fait des omissions et des sélections. Et peut-être même qu'elle va relativiser son propos. Si je vous dis, en ce moment, je ressens beaucoup d'amour, de la même manière, vous voyez que le mot amour, il vient comme étant une généralité. En ce moment, je ressens beaucoup d'amour, de tout, de l'univers, de quoi, enfin, on ne sait pas de quoi la personne, elle parle. Dans ces cas-là, toujours le même processus, je vais aller questionner en utilisant le verbe. De qui te sens-tu aimé ou qui est-ce que tu aimes en ce moment? Pour aller retrouver des éléments de contexte et des éléments de détail. Donc, vous voyez que derrière une nominalisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut se cacher un verbe non spécifique. Dans ces cas-là, on va utiliser le VACOG pour faire spécifier ce que la personne, elle ressent par rapport à ce qu'elle vient de vous dire. Mais on peut aussi tout à fait aller questionner les omissions, les sélections, les omissions qui se cachent derrière les nominalisations. Bref, on va obtenir plus d'éléments. Voilà pour les généralisations. On va voir maintenant, dans une prochaine vidéo, les distorsions.